Merci beaucoup Jean-François. Merci à toi. On vient de faire Jean-François vient de donner une conférence, comme il en donne 400 je crois, en France et en Europe. Et c'était génial, ça fait à peu près 4 fois que je vois cette conférence, parce qu'elle est disponible heureusement sur YouTube et je mettrai les liens. D'ailleurs, et à chaque fois je pleure. À chaque fois je pleure, c'est génial. Et j'avais un vieux monsieur à côté de moi, il était en larmes aussi. Vraiment bravo, merci beaucoup. Donc on mettra les liens. J'avais envie de vous poser 2-3 cas concrets pour des parents, des enfants qu'on rencontre régulièrement. Par exemple, j'ai une amie qui a trouvé du shit dans la chambre de son fils. Son père, il est fou, il va le priver de tout, il va le priver de sorties, d'argent de poche, etc. Et elle aimerait bien trouver des ressources pour aider toute cette famille qui est vraiment en souffrance, quoi. Alors comment on peut faire avec la non-violence? En quoi est-ce que c'est vraiment une porte de sortie pour ce genre de situation? L'adolescent, il a des besoins vitaux, manger, boire, dormir, puis il a des besoins fondamentaux, être reconnu, être aimé, être estimé, avoir une bonne image de soi, avoir une bonne autonomie, être créatif, faire valoir son talent, ce sont des besoins fondamentaux. Quand les besoins fondamentaux sont plutôt satisfaits, on est plutôt bien équilibré, on n'a pas besoin d'expédients. Quand les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, je ne suis pas aimé, je ne m'aime pas, je ne suis pas écouté, j'ai envie de rien, j'ai pas eu encore droit à la rencontre qui peut changer ma vie, qui peut nourrir ma vie. Et mes besoins fondamentaux ne sont pas assouvis, je vais chercher ailleurs, dans des expédients, ce que je n'ai pas trouvé dans la vraie vie. La drogue, ça peut être ça. Commencez déjà par se dire ça, c'est donc il y a des besoins inassouvis dans ce que je vis au quotidien, et peut-être que ce n'est pas forcément en tapant avec un marteau, en transformant ce problème en clou, que je vais le résoudre. Quels sont les besoins? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour que ça aille bien, etc. Ensuite, la tentation quand on est confronté à ça, c'est de répondre à notre culture multimillénaire, c'est il faut que tu souffres maintenant. Maintenant je vais te punir. Maintenant tu vas souffrir. Et ça n'est pas non plus la bonne stratégie, parce que j'arrive rarement à mes fins avec cette stratégie-là, qui est souvent une stratégie suicidaire, hein, parce que plus je frappe, plus il va falloir frapper fort, parce que je n'ai pas répondu aux besoins fondamentaux, donc je n'ai pas réglé le problème, quoi. Je crois que c'est un travail d'écoute, c'est un travail de quel est le besoin en toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, alors c'est évident qu'on est dans un monde aujourd'hui qui nous offre ces expédients de manière plus facile, mais conscientiser, et peut-être que là il y a besoin du tiers aussi, besoin d'écouter des gens qui sont passés par là, et qui peuvent t'expliquer ce que ça veut dire. Ce type il y a d'ailleurs en France des intervenants de ce genre qui parlent de ça. Ils disent moi je suis passé par là, je vais t'expliquer ce que sont les effets de la drogue. Quand je sais, je suis mieux averti pour dire il faut que je trouve ailleurs. Il faut que je trouve une autre drogue que celle-là. Et la drogue c'est une passion, voilà. Mais je ne crois pas que comprendre ce qui se passe est important, besoin donc fondamentaux inassouvis, et ne pas répondre avec la répression, avec la punition, qui très souvent ne régule rien, parce qu'à la moindre occasion, je vais replonger. Je n'ai pas assouvi le besoin, donc il est toujours là, il est toujours en moi. Et si tu ne me rends que la répression, la punition, comme notre culture à tous nous l'impose, il y a fort à croire que tu n'obtiendras pas le résultat que tu souhaites obtenir. Et c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, de non-jugement. Il ne s'agit pas de juger en disant t'es un con, t'as rien compris à la vie. Je crois que ce genre de stratégie ne nous aide pas vraiment. Voilà, il n'y a pas de solution miracle non plus. Mais je crois que ça passe par là. Et beaucoup, ce que vous dites aussi, c'est que c'est beaucoup de courage de la part des parents. Parce que le regard de l'autre, parce que la non-violence, c'est pas forcément tiens, vas-y, prends-toi un peu toi-même et puis détends-toi, ça va aller. C'est pas ça la non-violence. Et puis eux-mêmes, ils sont atteints dans leurs besoins fondamentaux. Est-ce que j'ai bien éduqué mes enfants? Est-ce que c'est pas ma faute à moi? Je culpabilise, je me pose des questions, mes valeurs, que vont dire les voisins? Et si tu dis ça à ton enfant, il va te dire ah, mais donc les voisins c'est plus important que moi. Il ne va pas comprendre.
Hein. Donc il s'agit à la fois de... faut être très prudent, mais je comprends que c'est des situations douloureuses, il n'y a pas de recette miracle. Mais je crois beaucoup à l'écoute, je crois beaucoup à l'empathie, je crois beaucoup aussi... quelqu'un qui va vers ça, c'est quelqu'un qui n'a pas encore appris à jouer avec sa harpe intérieure, qui n'a pas compris toutes les ressources qu'il a en lui. Et il va chercher dans ces expédients-là une espèce de satisfaction immédiate d'un monde qui te vend le bonheur avec une pilule, un truc, voilà. Et forcément, c'est une espèce d'illusion, c'est illusoire. Et en même temps, ça peut avoir des conséquences dramatiques, quoi. Donc, ce travail-là, il est intéressant, quoi. Il est intéressant à amorcer. Et trouver le tiers, éventuellement, celui qui est passé par là, qui peut en parler indirectement, puis, y compris ce qu'on s'est dit aujourd'hui, hein, sur pourquoi je m'inflige des violences, pourquoi je... Bon, tout ça fait partie de ce qui équipe mieux chacun à être plus conscient, à être plus bienveillant et à être en auto-empathie, car en fait, quand je me drogue, je ne suis pas en auto-empathie, hein. Je me maltraite. Voilà. Et alors justement, le tiers, on a tendance à penser, bon, les gens se tournent souvent vers un médecin, qui parfois peut envoyer vers un psychiatre, par exemple, le corps médical, qui parfois, soit est rejeté par, si c'est un ado, le pas est difficile à faire, soit parfois ça peut être sous forme de médicaments, ce genre de règlement qui en fait ne règle pas souvent les choses. Mais en fait c'est simple de trouver quelqu'un. Enfin, c'est relativement simple si on cherche un C'est la relation, chercher. C'est le lien. Je doute fort que la réponse chimique soit adaptée à ce type de situation. Je doute fort de ça. Non, mais c'est pas nécessairement quelqu'un du corps médical, ça peut être une tante, peut-être un tiers, un grand-parent. Le problème aujourd'hui de la majorité des adolescents dans la vie, c'est qu'on est dans un monde qui ne fait plus que de la formation et qui ne fait plus d'initiation. Un enfant, un ado, ils ont besoin de plusieurs références spontanées, sans distinction d'âge, de sexe, de religion. Il va butiner comme une abeille. Il a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 10 références spontanées, dans lesquelles il va butiner. Aujourd'hui, est-ce qu'il les a? Il connaît principalement des gens de son âge. Il connaît de son âge, qui sont pas forcément, qui peuvent être extrêmement chacals, extrêmement, bref, où il ne trouve pas toujours l'empathie qu'il cherche. Mais dans les années, il a besoin de ce lien avec la société adulte, responsable. Un enfant, il rêve de devenir grand. Des gens qu'il peut admirer, qu'il inspire, s'il n'a pas ces références spontanées, souvent il a le père et la mère, et encore. Des fois, il m'arrive d'évoquer, sans culpabiliser quiconque, la notion d'orphelin avec parents. J'ai mon père, mais je n'écoute pas papa, j'ai ma mère, mais on ne se voit pas. Et puis ma mère, elle m'écoute pas, mes parents, ils m'écoutent pas. Je vais sortir à 14 ans et on me dit, tu penses même pas, tu penses même pas, j'espère que ça te passe même pas par la tête. En fait, tu es en train de me dire que je suis une idiote. Parce qu'à 14 ans, avoir besoin de sortir, c'est normal. Et si je lui réponds en disant, mais j'espère que ça ne passe même pas par l'idée, je suis en train de lui dire, t'es vraiment nul, t'es une idiote. J'aime pas me faire traiter d'idiote. Et si je te dis, tu vois, toute cette occasion-là, tu vois, il n'y a pas assez de garantie pour moi, tu vas aller là, si tu viens avec un cadre, que tu y vas, mais alors c'est moi qui t'accompagne, tu rentres à 11 heures, ça peut marcher. Vous voyez? Donc, mais c'est jamais, souvent, on mésestime ce besoin-là exprimé. Et je la traite d'idiote sans vouloir vraiment la traiter d'idiote, mais c'est ce que je fais dans la réalité. Et puis souvent, ce sont les parents qui disent, mais mon fils, mon ado, il ne parle pas, il dit rien. Si tu réponds à ses besoins en lui disant tu lui fais comprendre que c'est l'idiot, la deuxième fois il ne parle plus. C'est toujours le triangle infernal que moi j'évoque quelquefois entre l'enseignant, le parent et l'enfant. Et la maman parle de l'enfant devant le proviseur, et c'est elle qui parle. Et qui dit ouais, mais vous croyez comme ça, mais il m'a fait une grippe, il a un truc, il est terrible, etc. Et puis lui il baisse la tête au fur et à mesure. Il est comme un objet, on parle de s'il n'était pas là. Et ça, et quand vous lui demandez, toi, qu'est-ce que tu en penses? Il ne pense plus rien. Parce qu'il a compris qu'il est entouré d'amis, mais d'amis incompétents. Et cette maman, elle veut le meilleur pour son fils. Bien sûr. Elle aime son fils. Mais elle aime d'une manière qui le casse. J'ai compris que je ne suis pas écouté, je ne suis pas reçu en tant qu'être humain. Donc on parle de moi comme un objet. Et à un moment donné, j'ai compris que tu ne m'écoutes pas, donc je ne parle plus, je me tais. Je cherchais le lien, tu ne me l'as pas accordé, le lien équitable. Donc je suis maintenant dans la destruction du lien. Et quand tu me parles, je ne te parle plus. C'est ma première
manière de détruire le lien. Puis j'irai peut-être plus loin. Je t'insulterai, ou je te battrai même. Aujourd'hui, il y a des parents battus par les enfants. Ouais, je sais. Il y a des gens qui vous disent ton fils il est en faisant, je ne peux plus lui parler. Ouais. Mais presque à l'adolescence, parfois on a tendance à dire que c'est un peu tard. Est-ce que c'est. Parce que l'ado, pour que l'ado parle à son parent, presque c'est un peu tard. La relation, elle se construit en amont. Oui. C'est bien ce que je veux dire, c'est que. Oui, bien sûr. Si les parents pouvaient être formés, parce que tout ça, c'est sortir d'un cercle infernal, oui, bien sûr. de siècles, de centaines, de 2 siècles d'histoire. Alors comment on sort de tout ça? On commence petit à petit, mais nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas la chance d'entendre ce que vous leur racontez. Comment on casse ce truc-là? L'enfant, il a besoin de cadre et de limites. Un enfant roi, c'est celui qui n'aurait aucune limite. Mais un enfant qui est élevé dans la bienveillance, il a beaucoup de limites. Bien sûr. Il n'en souffre pas. Oui. Il a compris que quand je te dis non, c'est pas être méchant. Je te dis non parce que c'est des limites pour toi, mais moi aussi j'ai des limites dans la vie, tu vois. Ouais. Quand je roule en voiture sur la route, je peux pas rouler à gauche. Parce que si je roule à gauche, on est mort. Tu vois, il y a un cadre. Et le cadre, c'est pas une contrainte. Il te protège, le cadre. Complètement. Quand le cadre n'est pas juste, tu as le droit de le contester. D'ailleurs, la non-violence, elle t'apprend ça, elle t'invite à le faire. Mais dans un cadre qui est reconnu par tous comme nous devons, et si tu ne reçois pas, si tu n'es pas initié très tôt à ce cadre, à ces limites, et que tu n'as, la force, on n'est pas bienveillant avec toi, au contraire, on est malveillant, on ne te donne pas les repères. Et donc toutes ces cases vides, tu les retrouves après à l'adolescence, et tu les retrouves dans un rapport encore plus virulent avec les parents, mais non seulement avec les parents, avec l'extérieur. Tu es porteur de conflits. Tu vas créer des conflits dans beaucoup de situations de la vie avec tes profs, avec tes copains, avec tes... Voilà. Donc cette initiation dès l'enfance, elle est capitale. Quoi. Très souvent, nos enfants sont orphelins aujourd'hui, parce qu'ils n'ont plus tous ces références spontanées, ils n'ont plus les garants de ce cadre-là, et l'école devient presque des fois le dernier rempart, où il y a encore des adultes responsables qui font ce qu'ils peuvent, avec beaucoup de mérite, quelquefois avec de la réussite, mais souvent aussi avec beaucoup d'échecs. Beaucoup, oui. Oui, tout à fait. Et alors, on parlait du racket. Le racket, c'est quelque chose qui est... Et dans ces conférences que vous donnez, là, j'invite d'ailleurs, je crois qu'on peut parler d'Ouman, qui favorise les conférences de Jean-François dans les écoles, dans les lycées, collèges. Lycées, collèges. Prison aussi. Pour les adultes, pour les juniors, pour les enseignants, on fait des conférences pour les enseignants, pour les CPE, je crois que c'est très important de parler aux adultes aussi, qui aussi ont besoin de repères, ont besoin d'outils qu'ils n'ont pas toujours. Apprendre à réguler les conflits, la connaissance de soi, la communication non violente. On a tous besoin d'être souvent réactualisés et de dire mais comment je parle, moi aussi, comment je m'exprime. Et souvent c'est porteur ça aussi de conflits et de tensions dans le milieu familial et dans le milieu scolaire. Les mots sont le début de tout. Et compris moi, on voit beaucoup de profs en souffrance, mais énorme. Très très grande souffrance. Alors d'enfants, parfois victimes de profs, et de profs en souffrance terrible, qui font des ateliers de CNV. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent moi j'aimerais organiser, j'aimerais que Jean-François vienne pour nous parler de tout ça, comment ils font? Pour toutes les conférences, moi j'essaie de me rendre disponible le plus possible. Le seul problème aujourd'hui, c'est que nous recevons une demande par jour. Ici, ça a touché déjà 52 000 personnes, et que tous les jours ces demandes augmentent. Mais autant que faire se peut, malgré mes concerts, je me rends disponible, et là, comme j'ai une tournée qui vient, mais je me rends disponible, donc j'ai déjà fait plus de 400. Mais ce que nous pouvons faire aussi avec Ouman, c'est d'autres protocoles. Nous travaillons avec toutes les associations, tous les formateurs en non-violence qu'il y a en France. On peut assurer des formations pour des enseignants, pour des ados. On les finance même avec notre fondation Ouman, donc on n'a rien à vendre. On les cofinance un peu partout, en Corse, mais dans toute la France, en Suisse. Et donc l'idée, c'est de dire aux gens, équipez-vous, apprenez, ça s'apprend. Plus on apprend, plus on est compétent et plus on est demandeur. Vous verrez, dans quelques années, l'approche non violente, elle sera enseignée à l'ENA, elle sera enseignée pour nos amis surveillants de prison, elle sera enseignée pour nos amis policiers. Ils n'ont pas besoin de plus de pouvoir, mais plus de compétences, car très souvent, eux aussi sont diminués en termes d'intelligence émotionnelle. Quand
quand un policier arrête un jeune noir et le traite de bambou-là, est-ce que vous voyez ce que ça veut dire en termes d'intelligence émotionnelle? On est au degré zéro. Tu rallumes le volcan en face. Et si l'autre fait de même en te traitant de sale flic, c'est bon, on est parti pour des scénarios qui sont dévastateurs. Non seulement dans l'immédiat, mais à moyen terme, à long terme. Donc tout ça, ça s'apprend, ça s'équipe. Donc dire aux gens, formez-vous. Et nous, on est prêts à organiser des formations partout en France. Ça se passe avec, il suffit de trouver 15 personnes, une salle de classe. C'est des formations qui peuvent être étalées sur 1 jour, sur 2 jours, sur 3 jours. On est capable de les organiser, de les financer, les cofinancer. Éventuellement, si d'autres organismes les financent, ça nous aide aussi à avancer, quoi. Ok. Ouais, j'étais content d'entendre parler d'Alice Miller, de Marshall Rosenberg, bien sûr, qui sont des grandes références, qui sont des livres vraiment magnifiques. Enfin, Marshall Rosenberg a écrit beaucoup de livres extraordinaires, et Alice Miller aussi. Et tout ça, c'est pas si nouveau que ça. Alice Miller, elle est morte déjà, elle était très vieille. Le vaccin existe depuis très longtemps. C'est ça qui est merveilleux. Marshall Rosenberg, la communication non violente, ça existe depuis très très longtemps. La question aujourd'hui, c'est qui investit dans la non-violence? Et si ces outils-là, ils étaient aussi disponibles que le sont les armes, que la violence sur les réseaux, dans l'industrie du divertissement, elle est omniprésente. Comment voulez-vous que cette malbouffe, parce qu'il y a une malbouffe, comme il y a une malbouffe pour le corps, il y a une malbouffe verbale, comportementale. Comment voulez-vous que ça ne contamine pas nos enfants, la société, l'école, la rue? Vous voyez comment on communique dans les réseaux. Donc forcément, ça contamine toutes les relations humaines. Il faut simplement détoxer. Il faut simplement donner le vaccin, donner la clé et reconnecter chacun avec son disque dur empathique. La violence est une violation de notre nature. Ce qui fait que les jeunes, les juniors écoutent ça pendant 2 heures, ce qui épate tout le monde, sont touchés incantables. C'est pourquoi? C'est parce que vous les reconnectez comme un petit électricien qui débranche la mauvaise prise et met à la bonne. Et la bonne prise, c'est celui de l'équipement empathique qui est le nôtre. Nous sommes des êtres d'empathie, de coopération, d'altruisme. La petite qui s'est exprimée à la fin, qui dit voilà ce qui se passe dans le lycée. Mais elle guérit tout le monde d'un coup. Elle vaccine tout le monde. Juste pour expliquer, c'est que après la conférence, Jean-François donne la parole aux étudiants, aux lycéens. Je pensais que personne n'allait prendre la parole, franchement. Mais ils ont été effectivement calmes tout le long. Et là, il y a une jeune qui a pris la parole et qui a dit oui, mais moi, je voudrais leur dire que ça me fait mal, quoi. Et donc d'un coup, elle vaccine tout le monde parce qu'elle reconnecte tout le monde avec son disque dur empathique. Et tout le monde est capable d'empathie parce que l'empathie, l'homo empathicus, il est en chacun de nous. C'est la plus belle nouvelle des neurosciences aujourd'hui, qui confirme que l'homo empathicus, c'est notre nature. Alors qu'on nous apprend l'homme est violent par nature, c'est irréversible, on ne pourra jamais réguler ça, etc. Non, c'est tout le contraire. Donc, vous voyez, et c'est ça qui convertit tout le monde. Et ceux-là, ce soir, ils repartent un peu vaccinés. Ils ne sont pas encore équipés pour la vie, mais déjà en soi. Et la joie, c'est de dire que ce soir, ce matin, ils étaient 400, aujourd'hui, ils étaient 350. Il y a des centaines de familles ce soir dans la région où on en parlera à table. Cette non-violence sur laquelle personne n'investit, dont personne ne parle, parce que la violence est omniprésente, banalisée, sacralisée. La non-violence, elle vient dire je suis là. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'accomplir ce travail d'alphabétisation qui est tellement capital. Et là, nous faisons ce qu'il faut faire, équiper pour la vie, prévenir. Les instants de crise, on les connaît. Quand il y a la crise, quand il y a la violence. Qu'est-ce que nous faisons avant? Qu'est-ce que nous faisons après? Pour éviter cette tragédie, pour éviter les tragédies du quotidien, et pour éviter à un autre degré les Bataclan et les tragédies de demain. Équipés pour la vie. Le vaccin, il existe. Et je peux vous raconter des tas d'exemples où je constate de visu. Il suffit de donner la bonne boussole et ils s'en emparent très très vite. Donc, à nous de semer. Il y a le Bataclan, etc., les grands événements, mais il y a la vie de tous les jours. Le bien-être. Est-ce que quand j'ai fermé la porte, que je suis chez moi avec ma famille, si j'écoute, ne serait-ce que j'écoute le bruit que ça fait, je regarde si ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Juste le bruit. Il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, mais je suis pas chez moi là, je suis pas en sécurité chez moi, comment ça se fait? Je suis bloqué dans ce truc-là. Écoutez Jean-François, et puis vous trouverez. Il y a vraiment un début de clé, quoi, c'est sûr. Et ces clés sont à disposition de tout le monde, elles existent. Tout ce qu'on peut raconter est déjà dans les livres, est déjà dans les savoirs. Le problème, c'est que nous manquons de semeurs.
Ouais. Nous manquons de temps, de cerveau disponible. Nous manquons de volonté citoyenne. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans votre région, là, en étant là, vous imaginez toute cette journée-là, on aura rencontré en une journée plus d'1 millier de personnes. Ouais. C'est ça. Et donc, on n'a pas besoin de plus de sécurité, de plus de discipline, de plus de caméras, de plus de surveillance. Il faut cultiver les jardins intérieurs, comme disait Saint-Exupéry. Il faut des jardiniers pour les hommes. Parce que si les hommes ne sont pas jardiniers dans leur terre intérieure, vous aurez cette violence, vous aurez cette frustration, vous aurez ces besoins fondamentaux qui ne sont pas assouvis, vous aurez ces gens qui sont en douleur limite, c'est-à-dire capables de passer à la folie, de passer à l'acte, de remettre en acte les violences qu'ils ressentent au fond d'eux. Il faut équiper pour la vie. Et c'est possible, ça s'apprend. C'est ça la bonne nouvelle de la non-violence. Le vaccin existe. Donc à nous d'aller à sa découverte. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que font les sociétés civiles ici et dans le monde. Et en France, nous avons un retard considérable parce que la non-violence qui est enseignée dans toutes les universités du monde, il n'y a pas encore en France une seule chaire universitaire pour enseigner la non-violence. Et on commence à l'IUT de Saint-Denis. Les 9, 10 et 11 novembre, il y aura 3 journées sur la non-violence à l'école normale supérieure de Paris. Vous m'auriez dit ça en 2011, je peux vous dire que j'étais loin d'imaginer que ça prendrait cette allure. Vous voyez, on peut avancer, on n'est pas en dictature. En tout cas, bravo pour votre engagement, parce que vous êtes un colibri, mais un colibri qui a des sacrées ailes quand même. Ouais. Comparé à nous, mais... Surtout dans le lycée, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça m'a fait sourire, c'est pour ça que je le recite, il m'a dit, on attendait un colibri et c'est un canadair. Bravo, on va être un canadair ensemble. C'est ça, merci. Merci. Merci.